Le ciel de la Côte d'Azur s'étendait en une toile limpide, piquée çà et là par les ailes paresseuses des goélands. Sur la terrasse de l'hôtel Beau Soleil, les verres de cristal renvoyaient des éclats lumineux, comme si chaque reflet était un indice que seule une âme perspicace pouvait interpréter. Hercule Poirot, assis droit dans un fauteuil d'osier, observait silencieusement le ballet des riches vacanciers, son regard aigu balayant la scène avec cette acuité propre aux esprits affûtés. Il ne venait pas ici pour les bains de soleil, ni pour les mondanités frivoles que tant d'autres chérissaient. Non, Poirot était venu parce qu'un télégramme, signé d'un nom presque effacé par l'encre pâlie, l'avait convoqué. Un certain Armand Lenoir, antiquaire discret, mais réputé, réclamait son aide en urgence pour une affaire qu'il avait qualifiée de pressentiment fatal. L'odeur de lavande et de sel marin enveloppait l'air comme un parfum oublié, rappelant au détective les souvenirs de cas anciens. Mais il savait mieux que quiconque que l'apparente tranquillité pouvait être une façade. Les crimes, tout comme les passions, se cachaient souvent derrière les sourires les plus charmants. Lorsque Poirot se leva pour rejoindre la réception, ses chaussures vernies claquèrent doucement sur le marbre blanc. Il demanda poliment à la réceptionniste un rendez-vous avec Monsieur Lenoir. Elle hésita, visiblement troublée, avant d'annoncer que le monsieur en question n'était pas descendu depuis 2 jours. Une ombre traversa le regard du détective. « Mademoiselle, permettez-moi de monter à sa chambre. Je crains que quelque chose de fâcheux ne se soit produit. » La jeune femme acquiesça, conduite par la confiance que Poirot inspirait, même sans nommer son identité. La chambre 412 s'ouvrit lentement, dans un grincement presque dramatique. L'air à l'intérieur était lourd, comme figé. Sur le lit, une valise entr'ouverte révélait des papiers anciens et une photographie en noir et blanc. Un manoir anglais, isolé, avec une inscription manuscrite. Nuit sans fin. Poirot fronça les sourcils. Ce n'était pas un hasard. Le nom de la demeure, aussi poétique que lugubre, éveilla en lui une série d'intuitions. Il savait déjà que ce n'était que le début d'un drame où l'obscurité jouerait un rôle central. Alors qu'il inspectait les lieux, un souffle glacial passa sous la porte. Non pas un courant d'air, mais un pressentiment. Un de ceux qu'on n'explique pas mais que l'expérience enseigne à ne pas ignorer. Et Poirot, fidèle à ses petites cellules grises, savait qu'il était temps d'agir, immédiatement. 3 jours plus tard, Hercule Poirot se tenait devant les grilles majestueuses de la propriété nommée Nuit sans fin, à l'extrémité d'un chemin de gravier perdu au cœur des collines anglaises. L'adresse trouvée dans la chambre de Monsieur Lenoir l'avait mené jusqu'ici, accompagné seulement de son bagage de cuir et de son infaillible sens de l'ordre. Le manoir, dressé comme un vestige d'un autre siècle, exhalait une mélancolie étrange. Ses pierres grises, rongées par l'humidité et le temps, semblaient absorber la lumière du jour. Des volets mi-clos, un portail rouillé, un jardin laissé à l'abandon, tout transpirait une solitude presque insolente. Un majordome âgé ouvrit la porte sans un mot, le visage taillé dans le marbre de la retenue britannique. « Monsieur Poirot, je présume. Lady Eleanor vous attend au salon. » D'un geste discret, il invita le détective à pénétrer dans l'antre. Un parfum de cire ancienne et de bois brûlé l'enveloppa dès qu'il franchit le seuil. La pièce principale était vaste, meublée avec goût mais figée dans le passé. Lady Eleanor, une femme élégante au port altier, l'attendait debout, près d'une cheminée éteinte. Ses yeux, sombres et insondables, se posèrent sur Poirot avec une intensité presque douloureuse. « Vous êtes venu pour Armand », dit-elle sans formule de politesse superflue. Poirot hocha la tête avec respect. « En effet, madame, il m'a écrit qu'un danger le guettait, et je crains que ce danger ne soit devenu réalité. » Elle détourna les yeux, visiblement affectée, mais elle se maîtrisa rapidement. « Armand a séjourné ici il y a quelques semaines. Il s'est intéressé de très près à notre histoire.
peut-être trop. Sur un meuble, Poirot aperçut une horloge ancienne dont les aiguilles semblaient hésiter. À côté, un tableau étrange. Une scène nocturne où l'on distinguait 3 silhouettes encapuchonnées au bord d'une falaise. La signature était illisible, mais le tableau émettait une tension sourde. Depuis son départ, des choses ont changé ici, confia Lady Eleanor d'une voix basse. Les serviteurs entendent des bruits la nuit, des portes s'ouvrent, des objets disparaissent, et moi je rêve de feu. Toujours ce même feu. Poirot se pencha légèrement. Rêver de feu est rarement anodin, madame. Ce sont souvent les cendres de secrets mal éteints. Un éclair fendit alors le ciel à l'extérieur, comme un signal. Poirot sut qu'il devait rester. Cette maison, ce tableau, ces murmures, tous portaient les marques d'un mystère profond. Et un mystère pour lui n'était jamais un simple accident de circonstance. C'était un puzzle exigeant d'être résolu. La nuit s'était posée sur le manoir comme un linceul de velours noir. Les couloirs, que Poirot arpentait avec précaution, semblaient respirer lentement, comme s'ils étaient de vivants. Chaque marche, chaque craquement du parquet devenait une note dans la symphonie discrète de l'inquiétude. Poirot avait demandé à dormir dans une chambre à l'étage sud, non loin de celle qu'occupait Armand Lenoir durant son séjour. Il voulait sentir les lieux, écouter les sons nocturnes, observer l'attitude du personnel à l'abri des regards de leur maîtresse. Une enquête, pour être complète, exigeait une immersion silencieuse. Vers 3 heures du matin, un bruit étrange le tira de sa réflexion. Un sifflement, bas, presque imperceptible, mais régulier. Il se leva immédiatement, ajustant sa robe de chambre et allumant la lampe tempête qu'il avait emportée. Dans le couloir, la lumière vacillait sur les murs couverts de portraits anciens. En descendant l'escalier de service, Poirot aperçut par une fenêtre une silhouette traversant le jardin à pas lents. Il n'était pas seul dans la maison, éveillé. Sans perdre une seconde, il sortit par la porte arrière, ses pas étouffés par les feuilles humides. La brume s'était levée et déformait les contours de tout ce qu'elle enveloppait. Près de la fontaine asséchée, il vit enfin ce qu'il avait alerté. 3 ombres, immobiles, tournées vers la falaise. Il s'arrêta net. Les silhouettes ressemblaient trait pour trait à celles du tableau dans le salon. Était-ce une mise en scène, un avertissement ou un jeu d'esprit orchestré par une main habile? Mais lorsque Poirot s'approcha, il découvrit que ce n'étaient pas des personnes, mais des mannequins grossièrement drapés de capes noires, plantés dans le sol. Un détail le troubla. Autour de chacun, du sel avait été versé en cercle, une vieille superstition, typique des rituels de protection ou d'invocation. Il regagna la maison sans un mot, replaçant chaque détail dans le grand théâtre de ses petites cellules grises. Rien n'était laissé au hasard. Le tableau, les rêves de feu, les mannequins dans la brume, tout cela appartenait à un dessein plus vaste, et celui qui en tirait les ficelles connaissait les symboles, les mythes et la peur. Avant de regagner sa chambre, Poirot s'arrêta devant un miroir. Il observa son propre reflet. Au matin, la maison s'éveilla sous une brume persistante qui rendait la lumière blafarde, presque irréelle. Hercule Poirot descendit dans la salle à manger, impeccablement vêtu comme à son habitude, et trouva Lady Eleanor assise, tenant entre ses doigts une tasse de thé fumante. Elle avait l'air plus pâle que la veille. « Une nuit agitée, madame ?» demanda-t-il avec une douceur feinte. Elle leva les yeux vers lui, soupira, puis répondit « Des rêves, encore. » Cette fois, ce n'était pas le feu, mais de la cendre, partout. Comme si tout ce que j'avais connu avait brûlé. En silence, Poirot s'assit lentement. « Permettez-moi une question directe. Ces rêves coïncident-ils avec l'arrivée de Monsieur Lenoir ?» Elle hésita.
puis hocha la tête. Il a insisté pour voir les archives du manoir. Il parlait d'un secret ancien, d'un nom effacé dans les actes. Puis il est devenu nerveux, comme s'il avait vu quelque chose qui n'aurait jamais dû être déterré. Plus tard, Poirot s'enferma dans la petite bibliothèque. Les rayonnages, couverts de toiles d'araignée, semblaient n'avoir pas été ouverts depuis des décennies. Il repéra une section dissimulée derrière un panneau coulissant, des journaux intimes, des lettres non classées, des plans du domaine. Le détective sentit son cœur battre plus vite. Il y trouva un cahier au cuir fatigué, avec un nom à moitié effacé sur la première page, Héloïse d'Aubigny. À l'intérieur, des notes rédigées d'une écriture fine, nerveuse, évoquaient des... Poirot referma doucement le cahier puis regarda à travers la fenêtre. Le jardin semblait figé. Le temps, ici, paraissait suspendu. Il savait désormais que ce n'était pas une illusion. Ce manoir cachait une histoire bien plus sombre que des affaires de famille ou d'héritage. En regagnant le hall, il croisa le majordome dont les mains tremblaient légèrement. Poirot lui posa une question innocente sur les anciens propriétaires. L'homme balbutia quelques mots puis murmura « Ils ne sont jamais vraiment partis, monsieur. » Avant de s'éloigner, les yeux fuyants, cette phrase resta gravée dans l'esprit de Poirot. Un murmure de vérité enveloppé dans les cendres du passé, et il savait que, pour résoudre ce mystère, il devrait faire parler les fantômes, même ceux que l'on garde enfouis au fond du cœur. Le 5e jour, Poirot se leva plus tôt que d'habitude, poussé par une intuition qui le tirait, hors du sommeil comme un appel silencieux. Il se rendit au second étage, là où selon les plans trouvés dans la bibliothèque, se trouvait une aile condamnée depuis plus de 20 ans, l'aile nord. Une plaque poussiéreuse portait ces mots « Chambre des invités, 1884 ». Avec la discrétion qui le caractérisait, il crocheta la serrure sans bruit. La porte s'ouvrit sur une pièce figée dans le temps. Une couche de poussière recouvrait les meubles, mais rien n'avait été déplacé. Au centre, un miroir fêlé reflétait une lumière étrange, et sur la cheminée trônait une boîte à musique ancienne. Poirot avança, les mains croisées dans le dos. Il observa les objets un à un. Puis il ouvrit un tiroir dissimulé dans le secrétaire en acajou. À l'intérieur, une collection de lettres soigneusement nouées d'un ruban noir. Elles étaient adressées à une certaine Margaret Lenoir. Le nom fit tressaillir Poirot. Il en lut quelques extraits. Margaret parlait de solitude, de visions nocturnes et d'un amant disparu. Mais surtout, elle écrivait avec une obsession inquiétante. « Ils viennent me chercher quand le silence s'épaissit. Ils savent que j'ai vu. » Ces mots glaçaient l'atmosphère, bien plus que le froid du matin. Alors qu'il refermait le tiroir, la boîte à musique s'enclencha toute seule. Une mélodie lente, presque déformée, envahit la pièce. Poirot ne bougea pas. Il savait que ce n'était pas un simple hasard. Il approcha, examina la boîte, et découvrit, dissimulé sous le mécanisme, un compartiment secret contenant une clé en fer forgé. Le majordome, croisé plus tard dans le couloir, blêmit en voyant la clef. « Monsieur, elle ouvre le caveau familial. Mais ce lieu est maudit, même Lady Eleanor n'y va jamais. » Poirot le remercia sans commenter. Mais une certitude grandissait. Chaque pièce du puzzle l'attirait inexorablement vers ce lieu interdit. En fin d'après-midi, Lady Eleanor invita Poirot à prendre le thé. Elle semblait épuisée. Ses yeux très tirés, ses mains agitées. Elle parla peu. Mais elle posa une question d'une voix presque inaudible. « Croyez-vous que la maison peut garder une âme prisonnière ?» Poirot, les yeux baissés, répondit simplement « Ce que je crois, madame, c'est que les vérités refusées finissent toujours par exiger qu'on les regarde. » Et dans cette réponse, il n'y avait ni croyance, ni superstition. Seulement une promesse.
celle d'éclairer ce que d'autres avaient préféré laisser dans l'ombre. La nuit suivante, alors que le manoir semblait plongé dans un silence absolu, Poirot quitta discrètement sa chambre. Il avait en main la clé ancienne, dont le métal glacé semblait vibrer d'un passé chargé. Une lanterne sourde à la main, il traversa le jardin déserté pour atteindre l'arrière du domaine. Là où, dissimulé sous un buisson de cyprès, se trouvait l'entrée du caveau familial. La serrure grinça en s'ouvrant, comme si elle protestait contre le réveil d'un secret longtemps scellé. Une odeur de terre humide et de pierre vieillie envahit les narines du détective. Il descendit les marches de pierre avec lenteur, chaque pas résonnant comme un battement de cœur amplifié. À l'intérieur, le caveau était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Plusieurs stèles de marbre portaient des noms oubliés, recouverts de mousse. Mais une tombe, au fond à gauche, se distinguait des autres. Pas de nom, pas de date, seulement une inscription gravée en latin. Silentium aeternum, le silence éternel. Poirot s'agenouilla devant cette tombe anonyme. Son regard fut attiré par un renflement du sol à sa droite. Il écarta la terre avec précaution et découvrit un petit coffret de bois noirci. À l'intérieur, un médaillon contenant 2 portraits miniatures, Margaret Lenoir et Armand plus jeune, frère et sœur sans doute. Mais pourquoi ce lien aurait-il été dissimulé? Il y avait également une lettre roulée, au papier fragile. Elle était adressée à Armand, écrite par Margaret. Ils m'ont enfermé. Ici, Armand. Pas dans la terre, mais dans le silence. Ce que j'ai vu, ce que je sais, ils veulent que tout cela soit effacé. Mais toi, tu sauras. Tu viendras. Tu entendras mes cris à travers le temps. Poirot referma le coffret et resta un long moment immobile. Ce n'était pas seulement une affaire de famille. C'était une conspiration silencieuse, un pacte tissé par la peur et le pouvoir. Et désormais, chaque membre de cette maison portait, consciemment ou non, le poids de cette injustice. À son retour, le jardin était encore enveloppé de brume. Le manoir, vu de l'extérieur, ressemblait à un théâtre endormi. Mais Poirot, lui, ne dormait plus. Il avait vu assez pour comprendre que la vérité n'était pas enterrée, elle était vivante, étouffée, réprimée, et elle appelait, il écrivit dans son carnet. Ce que l'on cache dans la terre finit toujours par pousser ailleurs. Le mensonge est une graine que l'on croit muette. Et ce soir-là, Poirot sut qu'il avait réveillé quelque chose, ou quelqu'un, qui n'attendait que cela. Le lendemain, alors que les premières lueurs de l'aube percèrent la brume, Poirot s'assit à son bureau temporaire dans la bibliothèque. Il étala devant lui les documents rassemblés, lettres, plans du domaine, extraits de journaux. Il traça avec soin une chronologie des événements, reliant les noms de Margaret, d'Armand, de Lady Eleanor, et du manoir lui-même. Chaque lien semblait reposer sur un mot récurrent. Silence. Un silence volontaire, presque sacré. Poirot, dont l'esprit rejetait le flou, se concentra sur les incohérences. Pourquoi un caveau sans nom? Pourquoi Lady Eleanor si raffinée? Évitait-elle toute mention de sa propre jeunesse? Et surtout, pourquoi Armand avait-il peur, alors qu'il était si près de percer la vérité? Il fit appeler discrètement le jardinier du domaine, un homme simple au regard franc. Sous prétexte d'un plan de réaménagement, Poirot lui posa quelques questions indirectes. Le vieil homme, après quelques hésitations, murmura « J'étais là, moi, quand ils ont fermé l'aile nord. Une jeune fille y habitait. Mais un jour, plus rien. Elle a disparu. Et on nous a dit de ne plus poser de questions. » Ce témoignage confirmait ses soupçons. Margaret avait été effacée de l'histoire du manoir. Non par oubli, mais par décision. Un secret familial aussi épais que les murs de pierre qui l'avaient enfermée.
Poirot ne pouvait pas encore en deviner la nature exacte. Mais il sentait que la clé n'était pas seulement dans le passé. Elle vivait encore dans les regards fuyants des habitants. En remontant vers le salon, il croisa Lady Eleanor, tenant une boîte à couture. Elle tenta un sourire, mais son regard trahit un malaise profond. « Monsieur Poirot, parfois je me dis que j'ai rêvé tout cela, qu'il n'y a jamais eu de Margaret, que ce nom n'est qu'un écho. » Poirot inclina doucement la tête. « Ou peut-être est-ce la mémoire, madame, qui refuse d'être complice. » Plus tard, il s'isola pour lire à nouveau les lettres de Margaret. Une phrase l'interpella. « Quand le miroir s'éteint, regarde derrière. » Ce n'était pas une métaphore. Cela ressemblait à une indication précise. Il se souvint alors du miroir fêlé dans la chambre abandonnée et décida d'y retourner. Là, il examina le cadre du miroir. Avec précaution, il détacha l'arrière et découvrit un double fond contenant une photographie floue. On y voyait Margaret, vêtue de blanc, au bras d'un homme que Poirot reconnut, un très jeune Lord Archibald, le défunt mari de Lady Eleanor. Un frisson parcourut le détective. Le lien interdit était enfin révélé. Margaret n'était pas une servante ni une parente éloignée. Elle était la sœur cachée, aimée, trahie, et l'histoire que le manoir avait voulu enterrer allait bientôt refaire surface. Le soir même, Poirot demanda à s'entretenir en privé avec Lady Eleanor dans le petit salon aux rideaux pourpres. Elle y entra comme une reine déchue, le port droit mais le regard éteint. Il la pria de s'asseoir, puis déposa la photographie trouvée derrière le miroir sur la table entre eux. Un long silence s'installa. « Vous saviez que je trouverais cela, n'est-ce pas, madame ?» demanda Poirot d'une voix calme. Elle fixa l'image comme si elle la voyait pour la première fois. Ses lèvres tremblèrent. « Je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu que cela aille si loin. Margaret, elle était la lumière et l'ombre de cette maison. » Lady Eleanor raconta alors ce que nul n'avait osé dire. Margaret était sa sœur cadette, née d'une liaison illégitime de leur père avec une cantatrice française. Par honte, elle fut élevée à l'écart, sous un faux nom, dans l'aile nord. Seule Eleanor la connaissait vraiment. Et un jour, Margaret tomba amoureuse de Lord Archibald, fiancé d'Eleanor. La jalousie, d'abord silencieuse, avait grandi en Eleanor comme un poison. Elle ne fit rien lorsque leur père décida de faire interner Margaret dans la chambre de l'aile nord, invoquant une fragilité mentale. Elle criait qu'elle n'était pas folle, mais ici, ce sont ceux qui dérangent qu'on déclare fous. Poirot écoutait sans interrompre, le visage grave. Et Armand Lenoir, il savait tout, n'est-ce pas? Eleanor acquiesça. Il est venu plusieurs fois. Il avait retrouvé des lettres, des documents. Il était le fils d'un homme que Margaret avait connu en secret, peut-être son confident, ou plus. Poirot comprit alors l'essence du drame. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était un silence construit sur des décisions cruelles. Margaret avait été effacée, enterrée vivante dans les souvenirs. Et lorsqu'Armand avait tenté de faire parler le passé, il avait déclenché un mécanisme que même Eleanor ne contrôlait plus. Il demanda alors « Où est son corps, madame? Vous le savez, n'est-ce pas ?» Eleanor baissa la tête. Une larme roula sur sa joue. « Il n'y a pas de corps. Elle s'est enfuie un soir d'hiver. Ou du moins, c'est ce qu'on a prétendu. Mais je crois qu'on ne l'a jamais laissée sortir. » Poirot se leva. Il savait que la suite de l'enquête ne dépendait plus seulement de faits, mais de la capacité des vivants à affronter leur propre lâcheté, et que parfois, la justice ne se rendait pas dans les tribunaux, mais dans les âmes qui osaient enfin se souvenir. Le lendemain, Poirot inspecta méthodiquement chaque recoin de l'aile nord, accompagné cette fois d'un jeune ouvrier du village, discret et de confiance.
Sous ces indications précises, ils mesurèrent les murs de la chambre abandonnée. Et ce que Poirot soupçonnait se confirma. Les dimensions intérieures ne correspondaient pas au plan d'origine. Un pan de mur, derrière une ancienne armoire scellée, semblait trop épais. Poirot fit signe à l'ouvrier d'en retirer les lambris. Une cavité apparut, étroite, suffocante. Et à l'intérieur des restes. Une robe blanche décomposée, un médaillon identique à celui trouvé dans le caveau, et une main squelettique posée sur un morceau de tissu brodé portant les initiales ML. Le silence qui suivit fut total. Même les oiseaux du jardin semblèrent s'arrêter. Poirot, les yeux fermés un instant, rendit hommage dans son esprit à la victime, puis referma le pan de mur avec soin. Il ordonna qu'aucune autre personne ne pénètre dans cette pièce avant l'arrivée de la police. Il descendit immédiatement retrouver Lady Eleanor. Elle était au piano, jouant une mélodie grave, presque funèbre. Il l'écouta un instant, avant de parler. « Margaret ne s'est jamais enfuie, madame. Elle est morte ici, seule, et vous le saviez. » Eleanor s'arrêta net. Elle posa ses mains sur les touches, tremblante. Elle avoua, les mots déchirant le silence comme des lames. « J'ai entendu ses cris, Poirot. Je les ai ignorés. Je croyais qu'elle finirait par se taire. Elle me prenait tout. Je l'aimais, et je la détestais. Et puis un soir, il n'y a plus rien eu. » Poirot ne prononça aucun mot de réprobation. Il n'avait pas besoin de juger. Le fardeau que portait Eleanor était plus lourd que n'importe quelle sentence. Il se contenta de dire « La vérité est comme un miroir brisé. Elle blesse lorsqu'on tente de l'assembler, mais elle reflète tout de même la lumière. » Les jours suivants, la nouvelle se répandit discrètement. Le corps fut exhumé avec dignité. Les journaux parlèrent d'une affaire ancienne enfin élucidée. Mais le nom de Margaret ne fit jamais la une. Elle resta comme elle avait vécu dans l'ombre. Poirot, quant à lui, quitta le manoir sans fanfare. Il refusa poliment tout remerciement et remit à la justice les lettres, les preuves et ses conclusions. Mais avant de partir, il s'agenouilla un instant devant la pierre de Silentium Aeternum. Puis, dans un murmure que seul le vent entendit, il dit « Vous n'êtes plus oubliée, mademoiselle ?» Le manoir. Nuit sans fin sembla respirer autrement, une fois la vérité mise à jour. Les couloirs, jadis étouffants, paraissaient un plus ouverts, moins hostiles. Pourtant, un malaise persistant subsistait, comme une blessure cicatrisée à la hâte. Poirot, fidèle à son tempérament, ne se laissa pas duper par cette accalmie apparente. Il observa les réactions de chacun, les domestiques, soulagés mais discrets, le jardinier, plus bavard, comme libéré d'un poids ancestral, et Lady Eleanor, murée dans un mutisme que même la lumière du jour ne semblait plus pouvoir percer. L'acte final de sa tragédie personnelle l'avait réduite au silence qu'elle avait tant cultivé. Poirot, dans une dernière promenade à travers les jardins, s'attarda sous le grand tilleul, un arbre qu'Armand Lenoir avait mentionné dans l'une de ses lettres. Là, il trouva une pierre plate légèrement soulevée. En dessous, soigneusement enveloppés dans un linge, reposaient plusieurs carnets de Margaret, écrits jusqu'à ses derniers jours. Les feuillets racontaient tout, la solitude, l'amour interdit, l'enfermement, et surtout, l'injustice. Mais il n'y avait aucune haine dans ces mots, seulement une tristesse immense, une lucidité poignante. J'ai aimé Eleanor plus que tout, et c'est elle qui m'a laissé mourir. Peut-on haïr l'amour lorsqu'il tue ? Poirot transmit les carnets aux autorités, mais il en conserva une copie, qu'il fit relier et confia à une petite bibliothèque du village voisin sous un titre anonyme, La Voix sous la pierre. Il croyait fermement que certaines vérités devaient survivre, même si c'était discrètement.
Avant de quitter le domaine, il fit ses adieux à Lady Eleanor. Elle était assise dans le jardin, un châle sur les épaules, le regard perdu dans le lointain. Il s'inclina respectueusement. « Vous avez payé, madame. Pas devant un tribunal, mais devant votre conscience. » Elle répondit sans lever les yeux. « Et je continuerai de payer, monsieur Poirot. Tous les jours. » Le train qui ramena Poirot à Londres roulait à travers la campagne anglaise, baigné d'un soleil timide. Il regardait défiler les champs, pensif. Ce mystère, bien qu'ayant livré ses secrets, laissait derrière lui un goût amer. Il n'y avait ni vainqueur ni héros, seulement des êtres humains prisonniers de leur faiblesse. Il nota dans son carnet « La nuit éternelle n'est pas l'absence de lumière, c'est le refus de la vérité, et lorsqu'on l'accueille enfin, même les ombres deviennent des témoins. » Puis, refermant le carnet avec soin, il ajouta à voix basse « Adieu, mademoiselle Margaret. Que votre silence devienne mémoire. » De retour à Londres, Poirot reprit ses habitudes dans son appartement soigneusement entretenu de Whitehaven Mansion, mais son esprit restait tourné vers Nuit sans fin. Il relisait les lettres, examinait les carnets, et traçait encore mentalement les contours d'une affaire qui, bien qu'élucidée, refusait de se refermer avec la netteté d'un simple verdict. Hastings, en visite ce soir-là, le trouva silencieux, les doigts posés sur la couverture en cuir du carnet de Margaret. « Une affaire résolue, et pourtant tu as l'air mélancolique, Poirot. » Le détective lui répondit sans détour. « Ce n'est pas l'énigme qui me trouble, mon ami, mais ce qu'elle dit de nous. Nous pensons que les monstres sont rares, mais parfois, ils dorment dans les cœurs ordinaires. » Le lendemain, Poirot reçut une lettre manuscrite élégante, scellée d'un cachet de cire bleue. Elle provenait de l'avocat de Lady Eleanor. Elle avait, selon ses dernières volontés, modifié son testament. Le manoir serait transformé en refuge pour jeunes femmes en détresse psychologique, en mémoire de Margaret. Ce geste, bien que tardif, éveilla chez Poirot une réflexion plus vaste. Il consulta alors discrètement le dossier médical de Margaret, autrefois classé comme confidentiel. Ce qu'il y trouva confirma ses soupçons. Aucun trouble psychiatrique réel, seulement des annotations vagues, subjectives. Margaret avait été diagnostiquée sur la base d'un comportement inapproprié pour une femme de son rang. Poirot fit parvenir ces documents à un journaliste d'investigation en qui il avait confiance. « Faites ce que vous jugez juste », écrivit-il simplement. Il savait que la vérité, une fois lancée dans le monde, trouverait... Ce soir-là, il relut une dernière fois les extraits du carnet. « Si un jour quelqu'un lit ceci, qu'il sache que j'ai existé, que j'ai aimé, que j'ai souffert, et que je pardonne. » Poirot referma le livre et resta longuement, immobile, son regard plongé dans le vide, là où l'esprit poursuit ses conversations silencieuses. Le lendemain, un colis arriva chez lui. À l'intérieur, un portrait restauré, celui de Margaret, telle qu'elle était avant l'oubli. L'envoi venait du musée local du village. En bas du cadre, une plaque discrète. Margaret Lenoir, 1904-1931. Enfin, un nom. Une reconnaissance. Poirot accrocha le tableau dans un coin discret de son salon. Il ne fit aucun commentaire à ses invités futurs, mais chaque fois que ses yeux croisaient ce regard mélancolique, il se souvenait que parfois le plus grand acte de justice est simplement de se souvenir. Quelques semaines après la révélation du scandale, le petit village voisin de Nuit sans fin connut une agitation inhabituelle. Les journaux locaux publièrent, sous la plume du journaliste anonyme conseillé par Poirot, une série d'articles intitulés « La voix dans le mur, l'histoire effacée de Margaret Lenoir ». Ils firent l'effet d'un séisme silencieux, les siazi. Réactions furent variées. Certains habitants, autrefois proches du domaine,
exprimèrent leur honte d'avoir ignoré les signes. D'autres, plus sceptiques, parlèrent de légendes embellies. Mais ce qui importa réellement à Poirot, ce fut la lettre qu'il reçut d'une jeune femme, nommée Vivienne, dont la sœur avait connu un sort semblable dans un autre comté. Vivienne écrivait « Grâce à ce que vous avez révélé, j'ai retrouvé le courage de rouvrir un dossier classé à tort. Vous avez réveillé une vérité que nous n'osions plus affronter. Merci, monsieur Poirot, d'avoir entendu la voix que personne ne voulait écouter. » Poirot, profondément touché, répondit personnellement. Il ne cherchait ni louange ni reconnaissance, mais il savait désormais que le cas de Margaret n'était pas un cas isolé. Il écrivit à Scotland Yard, proposant la création d'un groupe de travail sur les diagnostics psychiatriques abusifs dans les familles fortunées du siècle passé. Pendant ce temps, Lady Eleanor, diminuée mais lucide, fit publier à ses frais un recueil illustré intitulé « Fragments d'une sœur perdue ». Le livre comportait des extraits des carnets de Margaret, des photos du manoir avant son déclin et un avant-propos rédigé en silence, où elle confiait que certaines fautes ne peuvent être effacées, mais doivent être nommées. Le jour de l'inauguration du refuge pour jeunes femmes, Poirot y assista discrètement, assis au dernier rang. Il n'était pas homme à chercher le devant de la scène, mais il tenait à voir de ses propres yeux ce que l'histoire, même tragique, pouvait engendrer comme lumière. Sur le mur d'entrée, une plaque sobre fut dévoilée. On y lisait « Maison Lenoir, que nul ne soit réduit au silence qu'il n'a choisi ». Poirot resta debout devant cette phrase un long moment. Il repensa à Margaret, à Armand, à tous les visages qu'il avait croisés dans cette affaire. Puis il tourna les talons et s'éloigna lentement, les mains croisées derrière le dos, le cœur un peu plus lourd, mais la conscience profondément droite. L'automne était arrivé à Londres, et avec lui un vent froid qui balayait les feuilles dans les ruelles de Chelsea. Poirot, toujours ponctuel, descendit à 8 heures précises pour sa promenade quotidienne. Mais ce matin-là, il s'attarda devant une vitrine de librairie. Un livre était en exposition, sobrement intitulé « Mémoire d'une oubliée ». Il reconnut le style de Lady Eleanor. Elle avait choisi d'écrire sous un pseudonyme. Le texte n'était pas une confession, mais une restitution. Elle racontait, sans chercher à se disculper, les faits tels qu'elle les avait vécus, sans embellissement ni justification. Poirot en acheta un exemplaire, mais le rangea sans le lire. Il savait déjà tout ce qu'il devait savoir. Quelques jours plus tard, une enveloppe grise fut glissée sous sa porte, à l'intérieur un faire-part. Lady Eleanor s'était éteinte paisiblement dans son sommeil. Aucun membre de la haute société ne fut mentionné à la cérémonie. Seulement une ligne simple. Elle demanda que les fleurs soient blanches et que l'on ne prononce pas son nom. Seulement celui de Margaret Poirot se rendit seul à l'enterrement. Il y avait peu de monde. Une ancienne gouvernante, le jardinier, et 2 jeunes femmes du refuge. Le silence était profond, mais cette fois, il n'avait rien de pesant. Il était apaisé, presque doux. La vérité, enfin, avait été accueillie. Au retour, Poirot monta dans un fiacre lent, observant les rues défiler dans un flou mélancolique. Il pensa aux affaires passées, aux coupables brillants, aux mensonges complexes. Mais aucune affaire ne l'avait marqué comme celle-ci. Ce n'était pas le crime qui l'avait ému, mais le silence que la peur impose et que seule la dignité humaine peut rompre. Il écrivit une dernière note dans son carnet. Margaret n'a jamais quitté la maison. C'est la maison qui, pendant trop longtemps, a refusé de l'habiter. Puis il referma le carnet. Cette enquête était terminée. Non par une arrestation, non par un triomphe intellectuel, mais parce qu'une voix, longtemps étouffée, avait fini par traverser le temps. En fin de journée, il reçut une dernière lettre, cette fois venue de l'étranger.
C'était de la fille d'Armand Lenoir, vivant au Canada. Elle remerciait Poirot avec pudeur, lui disant qu'à travers son enquête, elle avait découvert une partie de son identité oubliée. Elle signait « Margaret Anaïs Lenoir ». Poirot sourit doucement. Il leva sa tasse de thé vers le portrait de Margaret, accroché, désormais au-dessus de sa cheminée. « Mademoiselle, votre nom vivra, et votre silence ne sera plus jamais vide. » Le soir même, Poirot fut invité à une conférence privée à l'université de Cambridge. Le sujet, subtilement inspiré par sa récente affaire, était « Le poids du silence dans les crimes familiaux du XXe siècle ». Il n'avait pas l'intention d'intervenir. Mais lorsqu'un étudiant posa une question sur la responsabilité morale face aux secrets anciens, Poirot leva doucement la main. « Mes chers amis, dit-il avec cette assurance feutrée qui imposait l'écoute. La vérité n'est pas toujours un éclat de lumière. Elle peut être une lueur timide, vacillante, que l'on choisit ou non d'approcher. Mais sachez ceci. Ce n'est pas le crime seul qui détruit les âmes. C'est le choix conscient de l'ignorer. » Après la conférence, un professeur le salua discrètement et lui remit un petit dossier. Il s'agissait d'une étude menée sur d'autres cas similaires à celui de Margaret, où les femmes avaient été réduites au silence au sein de familles puissantes. Le dossier était sobrement intitulé « Les filles effacées ». Poirot le feuilleta en silence durant la nuit, notant avec soin les motifs récurrents, les mécanismes sociaux, les complicités passives. Il se demanda combien d'histoires, comme celle de Margaret, demeuraient enfouies. Puis il décida qu'il écrirait un mémoire. Non pour se glorifier, mais pour documenter ce qu'il avait appris, et surtout, ce que les autres refusaient souvent de voir. Dans les jours qui suivirent, il reçut plusieurs lettres. Des jeunes femmes lui racontant leurs histoires, des confessions tardives de témoins silencieux. Il les lut toutes. Certaines étaient douloureuses, d'autres écrites dans une langue simple, mais toutes portaient cette même détresse, celle de n'avoir jamais été cru. Un matin, il se rendit à l'imprimerie. Il y fit éditer à son nom un court recueil, fragments de vérité, témoignages d'ombres restées humaines. Il le fit diffuser gratuitement dans les bibliothèques de campagne, dans les refuges et dans les écoles. Il savait que toutes ces voix, réunies, pourraient devenir un écho trop fort pour être ignoré. Au retour, il s'assit dans son fauteuil préféré, une tasse de chocolat chaud à la main. Il regarda par la fenêtre le brouillard descendre, doucement sur Londres. Il ferma les yeux un instant, pas pour dormir, mais pour sentir. Car Poirot ne résolvait pas seulement les énigmes. Il en comprenait le poids humain. Et ce soir-là, alors que la ville s'endormait sous un manteau gris, il se dit que Margaret, quelque part, avait peut-être enfin trouvé la paix. Non parce que la justice l'avait vengée, mais parce que quelqu'un avait osé écouter son silence. Quelques mois passèrent. L'hiver s'installa sur Londres, recouvrant toits et trottoirs d'un voile blanc silencieux. Hercule Poirot, vêtu de son manteau gris à col de velours, descendait les marches de Whitehaven Mansions d'un pas un peu plus lent, mais toujours aussi assuré. Il tenait sous le bras un journal du jour, dont la une annonçait « Le refuge Margaret Lenoir reçoit le prix humanitaire européen ». Un léger sourire se dessina sous sa fine moustache. Ce n'était pas un triomphe personnel, il n'en cherchait aucun. C'était simplement la confirmation que, même dans un monde oublieux, la vérité semée avec méthode peut fleurir là où l'on s'y attend le moins. Ce jour-là, il se rendit au cimetière de Highgate. Non pour une enquête, pour un adieu. Dans un carré paisible et modeste se trouvait désormais une stèle de granit clair, sur laquelle était gravée simplement « Margaret Lenoir, 1904-1931. Elle a vécu, elle a vu, elle a aimé. Et maintenant,
Elle est entendue. Poirot resta immobile, le chapeau à la main, son regard plongé dans le silence des pierres. Il murmura: « Vos souffrances n'auront pas été vaines, mademoiselle. Votre nom, autrefois effacé, est aujourd'hui source de lumière. » Puis, comme toujours, il conclut à voix basse: « Et je vous remercie pour cela. » Sur le chemin du retour, la neige tomba plus fort. Chaque flocon semblait suspendre le temps. Poirot s'arrêta un instant sur un pont surplombant la Tamise. Le fleuve, sombre et tranquille, avançait lentement vers la mer. Comme le faisait parfois la vérité, à son rythme, en silence, mais avec une force que rien ne pouvait stopper. Dans son appartement, il accrocha une dernière pièce à son mur. Une aquarelle représentant la façade du manoir Nuit sans fin, mais baignée cette fois d'un soleil timide. En bas du tableau, une citation discrète d'un carnet retrouvé. « Un jour même la nuit la plus longue prendra fin. » Poirot éteignit la lumière. Il s'assit. Il attendit. Non pas une énigme, ni une affaire, seulement la paix. La paix de celui qui a un jour osé entendre ce que d'autres préféraient oublier. Et dans le silence du soir, à Londres,